مصريين همتكم، ده الحلم خلاص فاضل عليه تكة. Passons à notre deuxième reportage. À l'issue de sa participation au Forum du dialogue méditerranéen à Rome, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu plusieurs entretiens visant à discuter des moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et l'Italie dans les divers domaines. Plus de détails avec Sally Ahmed et Shahinez Esmail. À l'issue de sa participation au Forum du dialogue méditerranéen à Rome, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, et ont discuté de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie et de l'attraction des investissements italiens envers l'Égypte, sans oublier la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux ministres ont tenu une rencontre bilatérale à l'arrivée de M. Shoukry au siège du ministère italien des Affaires étrangères, qui a été suivie d'une longue séance de discussion pendant un déjeuner organisé en l'honneur du ministre égyptien. M. Shoukry s'est également entretenu avec le directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le président du Fonds international de développement agricole. Il a affirmé la position constante de l'Égypte envers la crise syrienne, en soulignant la nécessité de parvenir à la solution politique conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité, de réaliser un progrès dans le processus politique et d'alléger la souffrance du peuple syrien. Ces propos ont été tenus lors de l'entretien du chef de la diplomatie égyptienne avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Ces propos ont été tenus lors de l'entretien du chef de la diplomatie égyptienne avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Odepperson, en marge de leur participation au forum. Pour sa part, M. Pedersen a félicité M. Shoukry pour la réussite de la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, saluant la capacité de l'Égypte de gérer les négociations sur le climat avec neutralité et professionnalisme, ce qui a mené à des résultats consensuels. Et nous avons à présent en ligne Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique, Université de Paris. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, parlez-nous tout d'abord de l'historique, on va remonter d'histoire, pour le dialogue Rome-Med. Quand est-ce qu'il a été initié et pour quel objectif? Vous savez, cette coopération a été créée il y a pas longtemps pour donner un autre aspect de communication entre le nord et le sud du bassin de Méditerranée. On sait qu'il y a toujours la question d'immigration depuis très longtemps et qui était une question très épineuse. Or, il fallait donner un espoir pour les jeunes dans le sud du bassin de Méditerranée, c'est-à-dire dans leur pays. La coopération économique était le clé essentiel. Et je trouve que après la crise syrienne et le flux migratoire, ensuite la crise libyenne aussi, et tout ce qui s'est passé avec les drames qu'on a vus, avec les bateaux qui coulaient avec les émigrés, il fallait développer encore plus cette coopération pour garder les jeunes dans leur propre pays. Et je crois que l'Italie était souvent la destination primaire de tous les pays du Maghreb et que c'était toujours un gros problème tendu entre les leaders des pays européens et les pays de l'Afrique du Nord sur cette question. Actuellement, je trouve bien sûr cette coopération, elle est essentielle, surtout après la crise de pandémie de Covid-19 et aussi la crise de la guerre russo-ukrainienne, parce que cette guerre a vraiment affaibli
la situation économique de l'Union européenne. On voit qu'il y a déjà des divisions entre les pays européens sur les sanctions sur la Russie. Ils cherchent des marchés, ils cherchent des coopérations parallèles. Ça va prendre du temps parce que tout simplement, ça ne va pas être une solution du jour au lendemain. Sauf qu'il y a une question très importante, c'est que l'énergie, c'est la coopération essentielle qui peut être vraiment la pierre angulaire de toute relation, parce que l'Europe a besoin d'énergie, et cette énergie existe en matière première dans les zones littorales de l'Égypte, de la Libye et aussi de la Tunisie. Donc, ça se voit qu'il y a maintenant un espoir qu'il y aura une égalité dans la coopération entre Nord-Sud. Bon, docteur Cherif Amir, le printemps arabe d'une manière générale, comment est-ce qu'il a pu affecter la relation entre le Nord et le Sud? Le printemps arabe, bien sûr, a changé beaucoup de choses parce qu'on a vu comment l'Union européenne, à l'époque, et c'était à l'époque en France, par exemple, qui est un pays du bassin méditerranéen, sous l'égide de le président à l'époque Nicolas Sarkozy, et l'Italie aussi, ils étaient tous préparés à contribuer, à financer le bombardement de la Libye, à aider tous les mouvements qui ont été très actifs sur les territoires égyptiens ou les territoires syriens. On se rappelle bien sûr l'instigateur de beaucoup de révoltes, Bernard-Henri Lévy, qui est venu à la place Tahrir pour encourager les jeunes encore à se révolter. Donc, c'était une partie très épineuse dans les relations des pays du bassin méditerranéen, parce que il y avait une pensée que le chaos peut ouvrir les portes pour les jeunes à travailler chez eux et que ça va ouvrir ça va fermer les portes de l'immigration. Or, c'était tout à fait le contraire. C'était tout à fait le contraire. C'était le flux migratoire envers l'Europe. Ils ont découvert que c'était un piège atlantiste, c'est-à-dire de l'OTAN, et qu'après ça, la Turquie, par exemple, qui était un membre très important dans l'OTAN, voilà, et a utilisé cette carte comme une carte de chantage politique avec l'Union européenne. Et du coup, toute l'équation a changé. Toute l'équation a changé. Ils ont découvert qu'un pays comme l'Égypte était la pierre angulaire de cette coopération, de la sécurité. L'Europe tout entière a compté sur les forces navales égyptiennes pour empêcher l'immigration clandestine qui finançait après ça le terrorisme, parce que c'est la crise organisée. Ils ont trouvé que des pays comme l'Égypte ont contribué à la protection et la sécurité non seulement du bassin méditerranéen, mais aussi des pays européens. Ça, ils ne font jamais l'oublier. Et aussi, on a participé dans l'instabilité de la Libye. Ils ont découvert que le printemps arabe qui a explosé en Libye, c'était une très mauvaise décision. C'était un pays maintenant chaotique. Tous les membres du groupe terroriste sont là-bas. Il y a une occupation turque dans une partie du territoire libyen. Et aussi la Tunisie qui était l'éclat de ce printemps arabe. Après, il fallait tout réorganiser de nouveau. Donc, c'est une leçon et que je crois que l'Union européenne a commencé à comprendre ça. Malheureusement, ils ont tombé dans une autre piège, c'était la russophobie contre la Russie. Et maintenant, ils se trouvent encore une fois économiquement piégés et ils cherchent des solutions. Tant mieux, parce que nous sommes là pour offrir les solutions. Bon, et pourquoi, docteur Cherif Amir, à votre avis, l'OTAN aurait voulu encourager l'immigration clandestine vers l'Europe? Pourquoi? L'OTAN avait on sait tous qu'il y a deux piliers de l'OTAN, les États-Unis et la Turquie.
Les États-Unis, c'est la technologie et c'est la puissance militaire, puissance de feu, puissance économique, décision diplomatique. Et la Turquie, c'est la force terrestre la plus large et la plus nombreuse de l'OTAN. Entre les deux, il y a l'Union européenne qui n'a ni des armes, ni des armées, ni une volonté politique indépendante de Washington. Et ils sont toujours leurs bras liés par M. Erdogan et la politique turque sur l'immigration. Donc, ils sont dans une situation lamentable. Ils ne savent pas vraiment prendre leurs propres décisions sur ces questions. Alors, ils étaient poussés par les États-Unis à se débarrasser de Kadhafi, par exemple, à bombarder la Syrie, parce que tout simplement, il y a une volonté américaine à contrôler les sources d'énergie. Et les Européens, ils ont suivi. Parce que tout simplement, c'était le pacte de l'Atlantique. Si les États-Unis, la Turquie et d'autres pays sont motivés, tous doivent suivre. Et là, ils ont suivi sans vraiment calculer les conséquences. Je suis sûr que M. Sarkozy, il sait maintenant que c'était pas une bonne décision de mener cette guerre contre la Libye, par exemple, et détruire tout un pays. Donc, le flux migratoire, c'était un calcul désastreux de la part des Européens. Ils ont suivi les décisions américaines. Ils n'ont pas eu, les Américains n'ont pas subi vraiment de problèmes économiques ni flux migratoires parce qu'ils sont géographiquement loin. Les Turcs, ils ont reçu les groupes terroristes et les groupes d'immigration clandestine. Ils ont géré ce business, si on peut l'appeler comme ça. Ils ont parfaitement géré le business. Ils ont pu extraire des milliards de dollars des caisses de l'Union européenne pour leur profit. Et le résultat, c'est une Union européenne divisée, extrême droite qui gagne les élections, partis politiques qui ne savent plus prendre des décisions diplomatiques et de la politique étrangère indépendamment des États-Unis, et une relation très détruite ou très fragile avec la Turquie, qui est un partenaire essentiel de l'OTAN. Bon, docteur Cherif Amir, il est certain que la guerre russo-ukrainienne a un impact très négatif sur la sécurité alimentaire, énergétique, mais aussi sur l'environnement. Je veux dire, avec toutes les résolutions et les recommandations de la COP27, comment est-ce que le monde ne se mobilise pas d'une façon très sérieuse pour arrêter cette guerre? Parce qu'il y a un seul mot qui explique tout ce qui se passe, russophobie. C'est-à-dire, il y a une haine contre la Russie à tout prix. M. Zelensky, il a eu plusieurs offertes de la Russie pour arrêter cette guerre. Il refuse, il demande plus de milliards de dollars et d'armement. Washington elle-même est divisée. Le Congrès américain est divisé. Le cabinet de sécurité nationale américain de M. Biden est divisé. Mais tous, ils sont maintenant en train de financer une guerre qui va mener une ruine de l'économie européenne. Est-ce que c'est prémédité pour détruire l'euro, par exemple, et que le dollar sort très fort? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que c'est fait pour détruire la Russie? Ça, c'est hors de question. Ça ne va jamais arriver. La Russie contrôle maintenant les parties les plus riches de l'Ukraine. Il y a une partie russophone qui sont ethniquement russes. Donc, historiquement, c'était une partie avant l'Union soviétique qui appartenait à la Russie. Et donc, maintenant, il faut écouter les appels à la paix. Et il faut que la pression soit faite sur M. Zelensky et le régime de Kiev pour que cette guerre s'arrête rapidement. Parce qu'on a vu que le président Vladimir Poutine, il a offert à plusieurs reprises de s'asseoir, de négocier, que la guerre s'arrête et que l'acheminement de gaz, par exemple, l'Union européenne a décidé de plafonner le prix du pétrole importé de la Russie. Mais c'est une décision qui va coûter très cher à l'Europe. C'est un suicide économique. Pourquoi ils font ça? Parce que les Américains le veulent. Alors ça, c'est pas vraiment quelque chose de sage. Oui, mais
la Russie n'acceptera certainement pas d'exporter son pétrole à l'Europe à ce prix. Bien sûr, la Russie cherche son intérêt, comme tous les pays du monde qui cherchent leur intérêt. Les autres alternatives, où l'Europe va importer son pétrole dans le cas où la Russie va refuser, et c'est sûr et certain, et la Russie, où va-t-elle exporter son pétrole aussi? La Russie, elle a déjà de très bonnes relations avec des pays, africains. Elle peut exporter là-bas. Elle peut aussi exporter à certains pays européens. À votre surprise, par exemple, vous avez l'Hongrie de M. Orban. M. Viktor Orban, il a dit aux Européens, je m'en fiche de vos décisions. Ils ont pensé même d'imposer des sanctions sur Budapest. Ça n'a pas marché. Alors, il est très clair que la Russie a tout calculé. Mais excusez-moi juste là de vous interrompre, mais Budapest ou la Hongrie, ils font partie de l'Union européenne. Exactement, c'est ça ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'au sein même de l'Union européenne, il y a des déchirures, si on peut dire. Ah oui, des déchirures graves, pas simples. M. Viktor Orban, il l'a dit haut et fort. Je crois que la première ministre de l'Italie attend encore d'être sur ses pieds solidement et peut-être elle va prendre des décisions pareilles parce qu'elle est patronnée par M. Berlusconi, qui est un proche ami de la Russie et de M. Poutine. Donc on sait très bien qu'il y a un schisme. Oui, il y a un schisme. Et Viktor Orban, il a dit je ne vais pas sacrifier l'économie de mon propre pays sur l'altère de l'Union européenne. Et ils ont pensé de sanctionner la Hongrie et à la fin, ils ont trouvé que ça sera une décision absurde. Bon, et de son côté, le reste des pays de l'Union européenne, où vont-ils importer leur pétrole? Vous savez, maintenant, il y a un piège concernant l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Par exemple, le chancelier allemand Olaf Scholz, il est parti en Chine pour essayer de trouver une source d'énergie là-bas. Après qu'ils ont critiqué, ils ont craché sur la Chine pour l'histoire des droits de l'homme, maintenant ils veulent se montrer amis. La ministre des Affaires étrangères allemande était à New Delhi en Inde. Bien sûr, votre question elle est excellente parce que je crois qu'elle est posée dans les sphères politiques européennes et il n'y a pas vraiment une réponse. C'est ça le piège, il n'y a pas vraiment une réponse. Oui, et aujourd'hui, on a une visite du président chinois en Arabie Saoudite. Vous pensez que ce soit en relation avec l'énergie? Avec quel président, pardon? Le président chinois en Arabie Saoudite. Bien sûr, mais bien sûr, et l'armement aussi. Parce que les Européens, les Chinois et les Russes, ils ont joué un jeu duel avec les pays du Golfe. C'était l'armement et... Qui dit armement, dit sécurité, bien sûr, c'était des régimes. L'armement et aussi l'énergie. Alors, le prince Mohammed Ben Salman, on sait qu'il a montré très clairement qu'il ne va pas suivre longtemps dans toutes ces aventures. Et il a intérêt à travailler avec la Chine. Et il y a des pourparlers très clairs sur le yuan en tant que monnaie d'achat. Que ça sera utilisé à la place du dollar. Cette visite est une alarme à Washington, bien sûr, parce que les Chinois, on sait qu'ils ont un œil sur Taïwan et ils ne vont pas le lâcher. Alors, ils cherchent de sécuriser toute cette région, couper les liens des Américains avec les pays du Golfe, leur fournir la protection. Et qui dit aussi relation du Golfe avec la Chine et relation avec la Russie, dit aussi qu'il y aura une restreinte, un apaisement de l'Iran envers son agressivité, que ce soit au Yémen ou en Syrie ou envers l'Arabie Saoudite ou les Émirats ou les pays du Golfe. C'est-à-dire, l'Iran va sentir que les grands alliés, c'est-à-dire la Russie et la Chine, ils vont leur donner quand même un feu jaune, pas vert ni rouge, à ralentir l'agressivité envers les pays du Golfe. Et à votre avis, comment tout cela va affecter l'exportation du gaz en Égypte?
vers l'étranger, bien sûr. C'est une question très importante parce qu'on sait très bien que nous sommes liés à des accords régionaux. Et ces accords régionaux avec des pays comme la Grèce, Chypre, Israël, on a des relations avec tous ces pays, avec des accords internationaux qu'on doit respecter. C'est une question très épineuse aussi parce que on sait que l'amitié qu'on a avec un pays comme la Russie compte beaucoup pour nous. En 2013, on était lâchés par nos alliés américains lorsqu'il y a eu la révolution du peuple égyptien en juin 2013, et c'était nos amis russes qui étaient à côté de nous, et ils nous ont soutenus. Alors je crois que on va bien calculer la situation. Il y a un affaiblissement des Américains dans la région. Il y a un affaiblissement aussi de l'Union européenne. Je me souviens au départ de la crise ukrainienne, il y a eu une visite du président polonais ici en Égypte. Il a rencontré le président ici. Ils ont essayé, bien sûr, les Polonais qui sont dans une hostilité horrible avec la Russie, d'influencer un petit peu notre politique. Mais heureusement, nous sommes un pays souverain, solide. On a un équilibre politique. On va voir ce qui va être rentable pour nous selon les accords internationaux. Mais on va aussi garder les bonnes relations avec nos amis russes durant cette période très critique. Et on verra. Docteur Cherif Amir, professeur en géopolitique à l'Université de Paris, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. مصر دايما